Bon, si vous voulez bien, on va recommencer. Alors, je ne sais pas si vous avez appris la nouvelle aujourd'hui. Steve Bannon a été congédié du bureau de Donald Trump. Ça, c'est l'élément d'extrême droite dans son cabinet. Ben, parmi les éléments d'extrême droite dans son cabinet qui vient de quitter. Alors, voilà, a quitté. Alors, je dois d'abord m'excuser sincèrement pour la piètre qualité de mon PowerPoint. Pour utiliser un langage trumpien, c'est probablement the worst PowerPoint ever. La raison est que je l'avais seulement en format PDF. Je devais faire des corrections. Fait que je suis obligé de faire copier-coller d'un PowerPoint en PDF. Fait que ça fait un résultat moyen, puis j'ai pas pu remettre les images que j'avais faites. Donc, c'est plus... J'ai mis le PowerPoint surtout que pour que vous puissiez lire les slides si vous en avez besoin à la maison ou dans un futur proche. Mais dans le fond, j'aurais même pu faire le cours sans rien vous montrer. Mais moi, j'en ai besoin pour me rappeler de ce que je dois dire. Donc, ça explique pourquoi le PowerPoint est comme ça. Alors, dans la prochaine période, jusqu'à peu près 3 heures, 3 heures et quart, il y a 2 thèmes que je vais aborder. Les théories du commerce international. En fait, je devrais peut-être plus appeler ça les théories plus favorables au libre-échange. Expliquer comment la pensée économique a évolué depuis environ 400 ans sur les questions économiques. Et à partir des différentes écoles de pensée, je vais vous l'illustrer par des exemples assez contemporains. Vous allez voir que même si les théories mercantilistes ont été pensées au 14, 15 et 16e siècle, la pensée de Donald Trump équivaut ou est très similaire à ce qu'on pensait, mettons, en 1650. Cela dit, la pensée libérale, elle date du milieu du 19e, donc c'est pas nécessairement plus moderne, mais quand même. Et on voit encore des manifestations de ça un peu partout. Fait, je vais placer les théories du commerce international jusqu'à peu près à nos jours, les théories les plus récentes d'importance, parce qu'il y en a encore beaucoup plus que ça, mais elles deviennent de plus en plus surspécialisées sur des éléments singuliers, puis à partir de là, ça perd beaucoup de son intérêt pour un cours général. Dans le fond, c'est tous ceux qui n'ont jamais suivi réellement de cours sur le libre-échange ou de théorie de base. Le but, c'est de faire une mise à niveau. Puis comme il y a un conférencier qui nous a fait faux bond quelques jours avant l'école d'été qui devait vous parler de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, je vais vous en parler un peu parce que je sais que la plupart des conférenciers qui sont là la semaine prochaine avaient anticipé dans leur présentation que vous comprendriez les mécanismes de base de l'OMC puis les règles de base de l'OMC. Donc, je vais vous les expliquer en 15-20 minutes, en espérant que ce soit suffisant pour vous. Mais en fin de semaine, si vous avez beaucoup de temps libre, je vous invite à lire un livre de 400-500 pages sur le fonctionnement de l'OMC que je vais résumer moi-même en 15-20 minutes. Parce que comme vous avez vu sur la diapo de Pierre tout à l'heure, l'accord de l'Uruguay-Rand faisait 26 000 pages. Donc, vous imaginez bien que c'est impossible de résumer ça en 15-20 minutes, mais je vais réussir ce pari impossible. OK, alors on commence par les théories du libre-échange. Puis, au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre ou me poser des questions si vous voulez avoir plus de compléments. Alors, les premières théories sur les échanges commerciaux internationaux arrivent entre le 16e et le 18e siècle. Mais cela étant dit, ça ne s'est pas arrêté à l'époque. Je veux dire, il y en a encore aujourd'hui qui ont des conceptions fondamentalement mercantilistes des échanges économiques internationaux. Je vais vous donner l'exemple de Trump tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est le mercantilisme? Puis pourquoi on ne l'a pas pensé avant? Mais avant, on s'échangeait très peu de biens à l'extérieur des frontières. Bon, il n'y avait déjà pas d'étonation, donc c'était compliqué de faire du commerce international. Le monde était peut-être soit lié à des empires ou des cités-États. Globalement, c'était illogique de réfléchir à la question avant. C'est avec la montée de l'État-nation, les frontières nationales, que là, on s'est posé la question de quels doivent être les termes de l'échange avec les pays voisins. Puis qu'est-ce qui est mieux pour nous comme pays? Est-ce qu'on doit mettre des barrières protectionnistes pour protéger notre économie? Est-ce qu'on doit importer des matières premières puis exporter des produits finis ou est-ce qu'on doit faire du commerce ou pas? Alors, vous imaginez bien, en pensant à l'histoire du 20e siècle, qu'il y a des pays qui ont essayé l'autarcie, qui ont essayé d'être complètement indépendants dans tout. Le pays le plus autarcique de la planète aujourd'hui, c'est la Corée du Nord.
Comme vous voyez, c'est un grand succès. Savez-vous, c'est quoi le PIB de la Corée du Nord? J'ai appris ça la semaine dernière. J'étais tellement flabbergasté que je suis allé vérifier 2 fois. 12 milliards de dollars. Oui, 12 milliards de dollars. Pour 30 millions d'habitants. Alors, voilà. Donc, mercantilisme, qu'est-ce que c'est exactement le mercantilisme? C'est l'idée de base, là j'ai mis les différents postulats, c'est que la puissance et la richesse de l'État, ou on pourrait dire d'un pays, dépendent de l'accumulation d'or dans les coffres nationaux. Alors, pourquoi je dis ça? C'est qu'à l'époque, pour faire des conversions internationales, pour faire de l'échange international, on devait lier la monnaie d'échange à son équivalent en or dans un coffre national. C'est une pratique qui est assez courante, l'étalon or qui a duré assez longtemps, même au 20e siècle. Et donc, les gens pensaient que plus on avait de grosses réserves d'or, plus on était riche. Et donc, dans nos relations commerciales à l'étranger, on devait limiter les importations et on devait maximiser nos exportations. Et on est dans un système commercial où le commerce est un jeu à somme négative. Donc, si une personne s'enrichit, l'autre personne nécessairement s'appauvrit. Il n'y a pas d'affinité élective entre le commerce et la richesse. C'est-à-dire que ce qu'un perd, l'autre le gagne. Et là, c'est pour ça que je vous faisais des parallèles avec Trump. Dans l'esprit de Trump, les Mexicains ont 65 milliards de surplus commercial avec les États-Unis. Donc, nécessairement, le commerce avec le Mexique a détruit des emplois aux États-Unis. Alors qu'il oublie que depuis la création de l'ALENA, les exportations américaines en destination du Mexique ont été multipliées par 3. Donc, les Américains ont bénéficié de l'ALENA dans les faits. Ils ont juste moins bénéficié de l'ALENA que les Mexicains. Mais dans l'esprit de Trump, ce que les Mexicains gagnent, les Américains le perdent. Donc, c'est assez fréquent dans les questions commerciales internationales que les gens pensent comme ça, même si, quand on analyse un peu plus finement, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, un État doit avoir comme politique commerciale internationale de limiter ses dépendances de l'extérieur et de maximiser son autosuffisance, mais aussi de favoriser au maximum ses exportations pour s'enrichir. Alors, ça peut avoir des conséquences un peu dramatiques, comme l'Empire, le Troisième Reich, qui a voulu prendre de l'expansion vers l'Est pour pouvoir, par exemple, avoir un grand réservoir de matières premières, notamment les champs de blé de l'Ukraine. Donc, dans une conception mercantiliste, plutôt que de s'échanger des biens dans une entente qui peut être réciproque ou gagnant-gagnant pour tout le monde, puisque ce qu'un l'un gagne, l'autre le perd, ça justifie en somme l'impérialisme. Parce que si on n'a pas d'une ressource naturelle importante, on peut aller se la procurer par des moyens militaires. OK. Donc, la théorie mercantiliste veut que des États dégagent des surplus commerciaux importants, et c'est comme ça qu'on peut penser qu'un pays s'en tire bien. Ça, c'est la base de la théorie mercantiliste, qui a des différentes variantes. En France, on a appelé ça le colbertisme. En Grande-Bretagne, il y a une période mercantiliste aussi importante. Dans l'économie américaine du début du 19e siècle, la politique commerciale des États-Unis était fortement mercantiliste. Aujourd'hui, le mercantilisme moderne, disons, prend des tonalités un peu différentes parce que les pays font partie, la plupart, là, plus de 160 pays dans le monde, font partie de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui fait que globalement, on accepte la logique qu'il y a des échanges commerciaux dans le monde. Mais certains pays vont influencer leur politique commerciale de telle façon à dégager des surplus commerciaux contre les autres. Un exemple actuel, connaissez-vous le pays au monde aujourd'hui qui a le plus grand, qui année après année, ont les plus grands surplus commerciaux? Ça, c'est le deuxième. C'est l'Allemagne. L'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne est un problème selon Trump? Parce qu'elle vit aux dépens des autres. Trump dénonce Angela Merkel, il a refusé de lui serrer la main, il la traite de voleuse, de profiteuse. C'est parce que l'Allemagne, depuis les politiques du gouvernement précédent de Schröder, l'Allemagne possède un surplus commercial qui est extraordinairement important.
Et après la crise de 2008, par exemple, la stratégie de l'Allemagne a été de refuser de faire des plans de relance pour éviter d'alourdir sa dette publique. Donc, puisqu'ils sont dans un marché commun au niveau économique qui s'appelle l'Union européenne, si les autres pays autour de l'Allemagne font des plans de relance importants et donc vont créer une demande pour des importations de produits à l'extérieur de leur pays, bien, l'Allemagne va profiter des plans de relance des autres pays sans, elle, avoir à faire le sacrifice. Et comme l'économie allemande va bien fonctionner, les revenus de l'État vont augmenter de façon extraordinairement importante, ce qui a complètement résorbé le déficit allemand. Et maintenant, ils sont dans une situation de surplus qui représente plus que 10 % de son PIB. Donc, c'est une forme de mercantilisme où les pays cherchent non pas à tendre vers l'équilibre, mais au contraire, à engranger des surplus commerciaux, puis à être toujours dans une situation de surplus commercial, donc d'exporter beaucoup plus que le niveau d'importation, même si ça crée des problèmes importants en Europe. C'est un point tel que la revue des économistes a fait sa une cet été en disant que l'Allemagne devait commencer à dépenser de l'argent, à augmenter les salaires de telle façon à diminuer les exportations dans le reste de l'Europe, tellement le déséquilibre est important. Fait que ça, on appelle ça un protectionnisme stratégique. C'est-à-dire que les Allemands ont fait le choix conscient de ne pas faire de plan de relance en pariant que la croissance, les plans de relance italiens, français, scandinaves allaient doper la croissance allemande et que les Allemands pourraient éviter la crise ou mitiger les effets de la crise tout en ayant un surplus commercial. Bon, évidemment, si vous parlez aux Français, ils sont peu satisfaits de la situation parce qu'eux, ils voient leur déficit augmenter, leur croissance est beaucoup plus faible. Le taux de chômage en Allemagne aujourd'hui est entre 3 et 4 %. Les Français viennent de passer en bas de 10, mais disons qu'ils ont connu 10 ans très difficiles. Ça, c'est un exemple de protectionnisme stratégique contemporain. D'autres exemples, c'était le Japon. À partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la stratégie de développement économique du Japon a été de favoriser la création de produits pour l'importation, essentiellement, à la base de très mauvaise qualité. Puis ils ont monté en gamme au fur et à mesure de leur exportation dans le monde. Ce qui fait que les Japonais, par exemple, dès les années 60, avaient un surplus commercial gigantesque avec les États-Unis sans discontinuer. C'est devenu tellement un problème important, le protectionnisme stratégique japonais, qu'au milieu des années 80, en fait en 1982, le gouvernement américain a imposé au Japon un accord d'auto-limitation des exportations. Donc, le gouvernement américain est allé dire aux Japonais, dorénavant, vous ne pourrez plus, vous allez prendre la décision de ne plus exporter aux États-Unis plus que tant de voitures par année. En imposant l'accord d'autolimitation, ça respectait la règle du GATT qui interdit les quotas à l'exportation. Donc, ce n'est pas le gouvernement américain qui a lui-même obligé le Japon à ne pas exporter vers les États-Unis, c'est les Japonais qui ont pris cette décision collectivement, ce qui la rendait légale en vertu des règles du GATT et aujourd'hui de l'OMC. Manque de bol pour les Américains, les Japonais ont décidé de délocaliser la production de voitures japonaises sur le territoire américain. Et donc là, ce n'était plus des exportations, mais des produits américains, mais qui avec la technologie japonaise. Et là, ça a périclité encore plus le déclin de l'industrie automobile américaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Toyota est le premier producteur automobile du monde, alors que GM, depuis, est en plus grande difficulté. Cela dit, au moins, les voitures sont produites aux États-Unis. Ça, c'est un autre exemple. Troisième exemple qu'on peut voir, c'est dans les domaines stratégiques. Par exemple, il y a quelques années aux États-Unis, on a refusé que le gouvernement chinois, en fait, une société d'État chinoise qui est contrôlée par le gouvernement chinois, prenne possession de compagnies pétrolières américaines. Alors, même si c'était des compagnies privées, pour des raisons stratégiques, donc on faisait appel à la question de sécurité nationale, on a interdit la fusion et acquisition ou le rachat d'une entreprise américaine dans le secteur pétrolier par une société d'État chinoise. Le Canada n'a pas eu les mêmes réserves, ce qui fait que nous, on leur a vendu un grand producteur de pétrole albertain qui est très mêlé dans le milieu des pipelines. Autre exemple, il y a quelques années, mais là, c'est plus par... Oui, c'est stratégique, mais il y a du nationalisme aussi. On a refusé que le Qatar prenne possession du port de Miami.
en disant que c'était pour un impératif de sécurité nationale. Donc, on postule que les Qataris sont des gens dangereux, ce qui n'est pas impossible, là, honnêtement, mais disons que quelques années après les attentats du 11 septembre, il n'y avait pas un gros appétit pour que les Qataris achètent le port. Oui? L'explication est assez simple, c'est qu'ils pensent que c'est pas le jeu du libre marché qui avait conditionné la société d'État chinoise à acheter des ressources stratégiques américaines, parce que le pétrole est une ressource stratégique. C'est qu'ils pensaient que la société d'État était sous contrôle du gouvernement chinois et qu'en cas de crise ou de pénurie de pétrole, la compagnie chinoise n'allait pas respecter les règles du marché, mais allait respecter les ordres du gouvernement chinois. Et là, les Américains ont refusé de jouer le jeu. Donc, c'est une forme de protectionnisme stratégique. Ou, autre exemple tout récent, le président français Emmanuel Macron a ordonné la nationalisation temporaire d'une compagnie qui fabrique des bateaux. J'ai oublié le nom à Saint-Nazaire, en France. C'est le plus gros chantier naval français. Parce que le chantier naval a des problèmes c'est assez fréquent dans quand on a un gros contrat pour faire un paquebot, ça dure 20 ans, puis qu'on n'a plus de contrat, le chantier ferme parce que ça coûte trop cher à entretenir tant qu'il n'y a pas un nouveau contrat. Et en fait, la raison pour laquelle Macron a fait ça, c'est pour empêcher des compagnies italiennes de prendre le contrôle de l'industrie maritime en France. Donc, encore une fois, pour un protectionnisme stratégique, on veut garder des champions nationaux. Donc, le mercantilisme peut prendre des formes différentes, là, mais très souvent dans le secteur de l'énergie. Donc, le gaz, le pétrole, l'électricité. Les gouvernements vont être très sensibles à l'idée de se protéger une marge d'autonomie nationale pour éviter d'être à la merci de décisions d'entreprises étrangères, ou même parfois d'entreprises privées, parce que vous avez peut-être tous déjà connu le cas de la Californie qui avait privatisé disons l'équivalent d'Hydro-Québec, puis là, les entreprises privées avaient fait de la collusion, puis avaient réussi à faire en sorte de créer des pénuries d'énergie de telle façon à faire exploser les prix. Donc, il y a eu plusieurs crises, plusieurs pannes, plusieurs problèmes importants, puis ça a forcé le gouvernement de la Californie à partiellement renationaliser les compagnies d'énergie de la Californie. Donc, c'est des enjeux qui sont très sensibles puis qui ont des importances stratégiques claires. Je vais continuer un tout petit peu. Une variante du protectionnisme, là, qui est un peu plus intelligente que la précédente, c'est le protectionnisme listien. Donc, de Friedrich List. List a écrit un livre dans les années, en 1841, qui s'appelle « Le système d'économie politique ». C'est un Allemand, List, qui a passé beaucoup de temps aux États-Unis, qui a notamment été très inspiré par les pères des États-Unis, notamment Hamilton, qui était aussi un protectionniste, mais un protectionniste éducateur. C'est-à-dire que dans la logique listienne, je vais vous expliquer dans quel contexte List a écrit son livre. On est en Allemagne, dans les années 1840. La Grande-Bretagne est la première puissance mondiale, l'empire de l'époque, donc les États-Unis de l'époque. Et l'Allemagne est en fait morcelée en plusieurs territoires. Donc, la Prusse est le plus important, mais l'Allemagne est morcelée en plein territoire. Puis, il y a une montée d'un nationalisme allemand qui va le culminer en 1871 par la création de l'Allemagne moderne, comme on la connaît aujourd'hui. Alors, List, lui, veut créer l'Allemagne moderne capable de rivaliser avec la Grande-Bretagne. Alors, la question qui se pose, c'est comment faire ça? Comment faire de l'Allemagne une société industrialisée comme la Grande-Bretagne, une société prospère comme la Grande-Bretagne. Alors, il lit les travaux des spécialistes du libre-échange, puis il est en accord avec la plupart des propositions, dont je vais vous les présenter juste un peu plus tard. Mais il dit quand même, si on joue le jeu du libre-échange directement contre la Grande-Bretagne, qui est déjà très en avance sur nous, on va perdre à tous les plans. Donc, on doit développer un système de protectionnisme éducateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le protectionnisme doit être perçu comme une phase de transition temporaire pendant que la nation apprend à produire des produits de haut niveau. Donc, la richesse d'une nation ne dépend pas de ce qu'elle possède, l'or, contrairement au mercantilisme classique, mais de ce qu'elle sait produire. Bref, on va interdire la concurrence dans certains secteurs industriels clés
pour qu'on puisse développer des universités, des usines, du savoir-faire. Puis lorsqu'on sera compétitif, puis qu'on sera prêt à se battre contre la première puissance mondiale qui est la Grande-Bretagne, là, on pourra faire tomber les barrières protectionnistes, évidemment de façon réciproque avec la Grande-Bretagne. Et c'est ça le protectionnisme éducateur. Alors, cette idée qui s'est beaucoup développée ensuite va effectivement faire des petits. La plupart des colonies, après l'indépendance, vont vouloir se développer des systèmes de protectionnisme éducateur. En fait, ça, c'est la logique derrière le protectionnisme, même si ça n'a pas toujours donné de super résultats parce qu'il y a aussi du clientélisme derrière tout ça qui a rendu l'idée moins forte, là, mais si c'est bien fait, c'est l'idée de se créer une base nationale forte. Donc, ça pourrait, un exemple canadien, ça pourrait toucher par exemple Bombardier. Bombardier commence par être une petite entreprise de skidoo, un certain nombre d'affaires comme ça. Le gouvernement canadien réalise le potentiel de l'entreprise, décide de protéger en partie l'industrie de différentes manières et lui vend à très bas prix la fabrication, en fait, Canadair, là, une société d'État qui produisait des avions. Donc là, Bombardier a fini par se développer en se spécialisant là-dedans grâce à la protection de l'État canadien. Puis une fois que Bombardier est devenu une entreprise de classe mondiale, on a libéralisé ce secteur pour que Bombardier puisse compétitionner dans le monde. Évidemment, en lui donnant des subventions industrielles une fois de temps en temps, parce que Bombardier a toujours besoin d'aide. D'accord? Voici l'idée générale du protectionnisme éducateur. OK. Maintenant, j'arrive aux théories du libre-échange. Qu'est-ce que les théories du libre-échange? Adam Smith, qu'on appelle parfois le père de l'économie moderne, donc qui est fondamentalement individualiste, c'est-à-dire qu'il pense que la recherche du bien-être par les individus, notamment la loi de l'offre et la demande, fait en sorte qu'en remplissant leurs biens collectifs, en atteignant leur objectif de développer leur propre richesse, vont créer collectivement le meilleur scénario pour la création de la richesse. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande, la loi du marché, c'est la meilleure façon d'allouer les ressources, parce que c'est des acteurs rationnels qui prennent leurs propres décisions. Adam Smith, avec cette philosophie, va critiquer les mercantilistes. Lui, il pense que deux façons de faire pour créer de la richesse en opposition aux mercantilistes. La première idée, c'est la spécialisation. Puis la seconde, c'est le libre-échange. Alors, c'est quoi la spécialisation? La spécialisation, c'est, imaginez-vous en 1776 à quoi ressemblait l'économie des pays. Les probabilités que vous êtes dans une société extrêmement rurale est vraiment très forte. Puis c'est surtout des petites fermes familiales, c'est-à-dire que les fermes ne produisent que très peu de surplus pour vendre sur les marchés, donc accumuler de la richesse. On est plus dans une logique d'agriculture de subsistance, right? Alors Smith dit, les fermiers, dans le fond, quand vous regardez comment ils fonctionnent, les fermiers font tout. Ils sont ceux qui bâtissent leur maison, ils sont ceux qui font l'agriculture, qui élèvent les bestiaux, qui font le lait, qui font tout sur la ferme. Comme ils sont spécialisés dans rien, ils sont moins bons et sont moins productifs. Alors, si 10 fermiers choisissaient de se mettre ensemble et que chacun se spécialisait sur la production d'un seul bien, collectivement, ils produiraient beaucoup plus que ce qu'ils font individuellement. Donc, la spécialisation fait en sorte que plus vous êtes spécialisé dans la production d'un bien particulier, plus vous êtes capable de maîtriser les technologies, plus vous êtes capable de maîtriser les coûts, vous avez de l'expérience, vous êtes plus efficace. Donc, sans rien faire d'autre que vous spécialiser, vous allez juste augmenter la production globale. Si vous augmentez la production globale, puis vous pouvez subvenir à vos besoins de base, les surplus peuvent être échangés sur les marchés. Et ça, c'est la base du capitalisme. C'est quand vous réussissez à faire la révolution agraire, ensuite, la société peut transiter vers ce qu'on appellerait après la société industrielle. OK. Ça, c'est la spécialisation. Mais la spécialisation a du sens seulement si vous faites du commerce, si vous faites du libre-échange. Alors, Smith écrit très peu sur le commerce international, parce qu'on est seulement en 1776, mais il parle de faire du commerce à l'échelle d'un pays, peut-être même à l'échelle du monde.
Alors, si dans un pays comme la Grande-Bretagne, tout le monde se spécialise et fait du commerce, globalement, les Britanniques vont être plus riches. Si la Grande-Bretagne, dans le monde, se spécialise sur certains biens puis échange avec le reste du monde, bien, globalement, la Terre va être plus riche. Donc, c'est l'idée de base d'Adam Smith. Alors, dans son livre, il prend l'exemple de la France qui fait du vin et de la Grande-Bretagne qui fait des vêtements. Alors, la France est bien meilleure pour faire du vin et la Grande-Bretagne est bien meilleure pour faire des vêtements. Donc, ils peuvent s'échanger leur surplus de vêtements et leur surplus de vin. Puis là, globalement, ils seraient tous les deux satisfaits, plus riches et satisfaits des termes de l'échange. Bon, c'est une idée séduisante qui a beaucoup de sens. Mais, que se passe-t-il si, pensez à la liste tout à l'heure, vous êtes plus poche que la Grande-Bretagne dans tout? Admettons que vous voulez faire un accord de faire du commerce avec la Grande-Bretagne, mais vous êtes moins bon en production de vin que la Grande-Bretagne. C'est improbable, là, mais suivez-moi juste pour l'exemple. Et que vous êtes moins bon que la Grande-Bretagne pour la production de vêtements. Pourquoi feriez-vous des échanges avec vous risquez de perdre tout le marché. Qu'est-ce que vous avez à vendre quand vous êtes moins bon que tout le monde? Alors, c'est pour ça que les mercantilistes vont dire, bien, ceux qui sont bons dans rien n'ont pas intérêt à faire du commerce avec la Grande-Bretagne, donc ils ont intérêt à ériger des barrières protectionnistes pour se protéger de l'efficacité britannique, justement pour ne pas subir l'impérialisme britannique. OK. Alors là, Ricardo, qui est un autre économiste écossais, va développer la théorie des avantages comparatifs. Alors, il répond aux critiques faites à Smith, et je vous dis tout de suite que Ricardo, c'est l'économiste à lire pour comprendre les questions de commerce international. Encore aujourd'hui, quand vous lisez les rapports de l'OMC ou des rapports d'organisations internationales officielles, on réfère toujours à la théorie de Ricardo des avantages comparatifs. Il y a un grand économiste là, qui s'appelle Joseph Stiglitz, que vous connaissez peut-être, prix Nobel et pamphlétaire à ses heures, qui a dit que c'est la plus brillante idée de l'histoire de l'économie, les avantages comparatifs. Parce que fondamentalement, Ricardo démontre mathématiquement que même si vous êtes le plus poche dans tout, vous avez avantage à vous spécialiser dans la production du bien où votre désavantage est le moins marqué et échanger avec le pays qui, lui, va choisir son bien où son avantage est le plus marqué. Donc, il nous fait la démonstration que deux pays ont intérêt à commercer ensemble, même si un des deux est moins bon dans tout. Bref, il n'y a plus de raison d'être de la logique mercantiliste. Alors, dans une diapo, je vais vous expliquer son raisonnement, mais je vais vous expliquer la thèse qu'il a développée à l'époque, puis je l'ai modernisée pour les besoins du jour. Dans son livre, il nous parle de la Grande-Bretagne et du Portugal qui font du commerce, puis il prend l'hypothèse que la Grande-Bretagne produit moins bien des draps et du vin que le Portugal. Et malgré tout, sa démonstration arrive à la conclusion que les Britanniques ont avantage à se spécialiser dans la production du bien pour lequel ils ont un moins fort désavantage, donc les draps, et les Portugais ont tendance auraient avantage à se spécialiser sur le vin et ensemble faire du commerce. Alors, voici comment ça fonctionne. Suivez ma logique, parce que c'est un petit peu compliqué, mais pas tant que ça. Alors, j'ai revisité les avantages comparatifs de Ricardo pour le prendre avec un exemple moderne du commerce entre les États-Unis et la Chine. Alors, est-ce que les États-Unis et la Chine ont intérêt à commercer ensemble? Alors, les deux pays, là, les conditions sont à partir d'ici, les deux pays ont 1000 travailleurs chacun. Okay? Pour qu'on puisse comparer, il faut qu'on ait des chiffres comparables. Donc, 1000 travailleurs chacun, ils produisent deux biens, des vélos et des ordinateurs. Les États-Unis sont plus productifs que la Chine dans la production des deux biens. Donc, aux États-Unis, 2 travailleurs américains produisent un vélo et 10 travailleurs américains produisent un ordinateur. En Chine, parce qu'on est moins productif, il faut 4 travailleurs chinois pour faire un vélo et il faut 100 travailleurs chinois pour faire un ordinateur. D'accord? Jusque-là, ça vous semble plausible? Bref, regardons qu'est-ce qui se passe dans 3 étapes distinctes. La première étape ici, c'est la production avant la spécialisation et le libre-échange. Vélo, ordinateur. États-Unis. Les États-Unis décident que 500 travailleurs vont faire des vélos et 500 travailleurs vont faire des ordinateurs. 500 travailleurs
divisé par 2, ça fait 250 vélos. Donc, 500 travailleurs font 250 vélos. 500 travailleurs font 50 ordinateurs. Les Chinois, eux, en fonction de leur terme de production à eux, 500 travailleurs fait 125 vélos, 500 travailleurs fait 5 ordinateurs. Ensuite, prenant l'exemple de Ricardo de tout à l'heure, les Américains regardent leur production, les Chinois aussi, puis ils se disent, on va se spécialiser. Alors, les Américains disent, bien, je vais mettre seulement 300 personnes pour faire des vélos et 700 personnes pour faire des ordinateurs. Donc, ça va me faire 150 vélos et 70 ordinateurs. Les Chinois disent, on est tellement poche pour faire des ordis, on va faire juste des vélos, 250 vélos. Imaginez après, si on produit, on se spécialise et on fait du libre-échange. Au final, si on reprend tous nos chiffres puis on s'échange nos biens avec le terme de l'échange suivant, 12 vélos contre un ordinateur. Mettons qu'un vélo coûte 100 $, un ordinateur coûte 1 200 $. Le terme de l'échange, c'est 12. On va avoir 120 vélos contre... j'ai une erreur. C'est 120 vélos contre 10 ordinateurs, c'est ça. Au final, en se spécialisant et en faisant du libre-échange, les Américains vont se retrouver avec 270 vélos et 60 ordinateurs. Les Chinois avec 130 vélos et 10 ordinateurs. Comparez ça avec les chiffres du départ, on a gagné 20 vélos, on a gagné 10 ordinateurs. Ici, on a gagné 5 vélos et on a gagné 5 ordinateurs. Donc, mathématiquement, même si tu es moins bon dans la production de 2 biens, en te spécialisant puis en commerçant, en te spécialisant dans la production du bien où tu es le plus faible, le moins désavantagé, les vélos, et en commerçant avec la nation qui va, elle, se spécialiser davantage dans la production du bien où elle a un avantage plus marqué, et en faisant du libre-échange, tout le monde se retrouve plus riche. Ça, c'est la logique du libre-échange pur. C'est une idée quasiment miraculeuse, en fait, quand on y pense. C'est tellement contre-intuitif que c'est presque incroyable. Alors, quelles sont les erreurs du modèle que je viens de vous présenter? Est-ce que vous voyez des défauts là-dedans? Oui? Le salaire des travailleurs, je ne sais pas si on en tient compte dans ce modèle-là. Et aussi, la Chine a beaucoup de travailleurs. Alors, on a besoin de créer de l'emploi. OK. Deux bonnes observations. Déjà, l'hypothèse qu'il y a 1000 travailleurs de chaque côté est une erreur. Parce que le nombre de travailleurs est pratiquement infini en Chine. Pas infini, mais pas loin. Alors que dans les États-Unis, effectivement, à un moment donné, il y a une limite. Et donc, il y a le coût du travail qui influence dans la production dans le coût du produit. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, si on compare, l'économie américaine est beaucoup plus productive que l'économie chinoise. Et donc, c'est probable que les Américains arrivent à faire des vélos et des ordinateurs moins chers que les Chinois, malgré les coûts de production plus faibles. Mais il y a des pénuries de main-d'œuvre, il y a des facteurs qui font en sorte que le coût du travail augmente le prix du vélo. C'est pas logique pour les Américains de faire des vélos. OK. Y a-t-il d'autres observations? Oui? OK. Dans quel sens? Pas parce qu'il y a des ordinateurs, Oui, déjà, c'est mobilité, je comprends ce que vous voulez dire. C'est un peu improbable qu'un pays fasse juste 2 biens puis qu'il puisse s'échanger la main-d'œuvre comme ça d'un bien à l'autre. Quelqu'un qui fait des vélos ne peut pas nécessairement se mettre à faire des ordinateurs du jour au lendemain. Il y a une petite période de transition. Est-ce que la spécialisation a un vrai sens au niveau international? Est-ce que les pays se spécialisent vraiment? Oui, il y a des pays qui ont des avantages dans certains domaines. Mais regardez bien la production de voitures. La plupart des grands pays font des voitures. Mais pourquoi? Ils pourraient se spécialiser dans d'autres choses puis importer des voitures. Mais ça crée tellement de retombées industrielles puis tellement d'emplois que tous les pays veulent des voitures. Tous les pays ont subventionné l'industrie automobile. Bref, les termes de la spécialisation ne sont pas aussi parfaits que dans le modèle. Avez-vous... Oui? Ça change quelque chose, mais aussi, là, il y a 2 pays, mais dans la réalité, le commerce se descend. Ben oui, c'est ça. Il y a 2 biens et il y a 2 pays. Dans la vraie vie, il n'y a jamais 2 biens, puis il n'y a jamais seulement 2 pays. C'est beaucoup plus complexe que ça. Fait que si tu dis, moi, je vais me spécialiser ces vélos parce que les Américains se spécialisent ces ordinateurs, mais tu ne sais pas ce que va faire l'Inde à côté. C'est pour ça que de penser en termes aussi simples, une relation aussi complexe, ça a plus ou moins de sens. Oui, c'est ça, mais c'est un défaut, ça. Il faut penser la macro aussi, parce que... Fait que comme quelques critiques, là, j'ai repris certaines que vous avez données. Les conditions de Ricardo ne sont jamais réunies. Fait que c'est un modèle théorique,
trop idéalisé et qui n'a pas de répercussions réelles dans le monde, dans la vraie vie, en fait. On n'échange pas seulement deux produits. La quantité de main-d'œuvre n'est jamais fixe. La productivité ne provient pas uniquement de la main-d'œuvre. Il y a aussi la possession des technologies, la valeur de ce qui est produit aussi, parce que le jeu de l'offre et de la demande, justement, la grande ironie de la chose, Smith est l'inventeur d'idées d'offre et de la demande. Le prix est fixé par l'offre et la demande. Marx disait, c'est la valeur travail qui fait la valeur d'un produit. Mais là, c'est comme si Ricardo postulait que c'est la valeur du travail qui détermine la valeur du produit, alors que c'est la capacité de payer des gens, le goût de payer des gens. Si des gens veulent payer trop cher pour des produits, il n'y a aucun marchand dans le monde qui va se priver de tous ces bénéfices-là juste parce que la valeur travail était plus basse. T'sais. Ensuite, il y a l'accès aux ressources naturelles, à la géographie, la distance, la question de la manipulation des devises. Mettons que c'est très rationnel de s'échanger des biens, mais que là, soudainement, la Chine, elle trouve qu'elle voudrait exporter plus, puis elle décide de baisser la valeur de sa devise pour augmenter ses exportations. Bien, tout le modèle de Ricardo vient d'être jeté par terre. T'sais. Trump parle d'une guerre monétaire. Moi, je pense que c'est... Bon, en fait, je pense. Dans les faits, je peux vous juste rapporter ce que les autres ont dit parce que je ne travaille pas sur ces enjeux-là directement, mais c'est vrai que dans les années 2000, la plupart des économistes que je lisais nous disaient la valeur de la devise chinoise est beaucoup trop basse. Puis, ce que fait la Chine, c'est de baisser volontairement le prix de ses exportations pour ensevelir le monde de ses produits à bas coût. En faisant ça, elle développe son économie de façon vraiment très importante, mais en plus, elle s'assure de tuer la compétition dans le monde dans un certain nombre de secteurs à bas niveau. Quand les industries finissent par disparaître aux États-Unis, en Europe, puis qu'ils n'ont plus de concurrence, ils peuvent progressivement augmenter la valeur de leur devise parce que là, ils ont pris le marché. T'sais. C'est un peu ça la stratégie chinoise. Normalement, cette stratégie-là ne peut pas fonctionner parce que si on importe beaucoup de produits chinois, la valeur de notre monnaie va finir par baisser, puis le marché ça va mécaniquement faire augmenter le prix des produits faits en Chine. Alors, le gouvernement chinois avait compris la chose. Alors, ce qu'il a décidé de faire, c'est de racheter des devises américaines sur le marché des changes international, de telle façon à maintenir artificiellement élevée la valeur du dollar américain pour développer sa stratégie de développement économique. Ça a marché de façon magnifique pendant une bonne dizaine d'années. Et maintenant, le Made in China envahit le monde. C'est une stratégie consciente et rationnelle par la manipulation de devises. Et ça se fait encore très fréquemment. Donc, la manipulation de devises peut jeter par terre tous les avantages qu'un accord commercial va vous donner simplement si un pays ne respecte pas, disons, les règles de base des relations monétaires, même si, dans le fond, il n'y en a pas tellement. Ensuite de ça, il y a l'accès au capital. On postule que les Chinois font des vélos, que les Américains peuvent faire des ordinateurs, mais Ricardo ne se pose jamais la question de où vient l'argent pour produire tout ça. Et dans le monde, on sait qu'il y a des pays qui ont... Au sein de pays, il y a beaucoup plus de facilité de trouver des investissements que d'autres. Donc, les pays ne sont pas tous égaux sur la question des investissements. Les Américains, les marchés boursiers américains, c'est encore 40% des investissements financiers de la planète. Ils ont un avantage comparatif sur les autres qui est indéniable. Quand vous avez de la difficulté à faire financer vos projets, vous partez avec une prise en partant. OK. Critique de Ricardo, donc. Ensuite, dans les années 30, le modèle Exchequer-Ohlin, donc du nom de chercheurs suédois, eux s'intéressent à la dotation de facteurs. Donc, en termes clairs, la dotation de facteurs, parce que les économistes aiment beaucoup utiliser un langage que personne ne comprend, ça veut dire quel est le facteur le plus important dans ton économie. Donc, dotation de facteurs, ça veut dire est-ce que vous avez beaucoup de main-d'œuvre ou est-ce que vous avez accès à beaucoup de capital et moins de travailleurs. Donc, si vous avez beaucoup de capital, vous allez pouvoir investir dans des entreprises qui nécessitent plus d'argent. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, financer l'industrie de la... Là, on est dans les années 30, l'automobile, l'aviation. Aujourd'hui, on dirait les ordinateurs de pointe, la machinerie médicale, les ordinateurs, des choses qui coûtent cher à produire, ce qui nécessite des investissements lourds, alors que les pays qui ont peu de capital, mais qui ont beaucoup de travailleurs, vont au contraire chercher à mobiliser la main-d'œuvre
qui peut travailler par des choses relativement simples à faire. Donc, le textile, l'agriculture. Et donc, eux nous prédisaient en 1933 que la logique du commerce mondial allait allait pouvoir se prédire en fonction de ces deux grands facteurs. Donc, plus un pays est riche, plus ça va être dans des produits sophistiqués, puis plus un pays est pauvre, plus ça va être dans les ressources naturelles, l'agriculture ou le textile. Les facteurs de production, selon eux, dans leur modèle théorique, sont plutôt immobiles. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'immigration et il n'y a pas non plus d'investissement direct étranger parce que aujourd'hui, ça nous paraît évident qu'une entreprise américaine peut investir en Chine. En 1933, ça ne leur a même pas traversé l'esprit dans leur modèle qu'une entreprise chinoise pourrait être possédée par des Américains. Ça ne l'a même pas traversé l'idée dans leur modèle. Et là, grosse erreur quand même, à l'époque, il y avait beaucoup d'immigration au sein de l'Europe, mais de l'Europe vers les États-Unis, notamment quand on pense à l'Irlande. Puis l'immigration faisait varier beaucoup les prix entre les pays. Donc, c'est un modèle intéressant. C'est des choses à regarder quand on fait du commerce international, mais ça n'a jamais été confirmé par les faits par la suite. Mais c'est vrai qu'en 1933, quand vous regardiez de façon très rapide la structure du commerce international, les pays du Sud vendaient beaucoup de pays de produits de ressources naturelles, de l'agriculture et un peu de textile, alors que les pays riches exportaient autre chose. Mais à la fin des années 40, un chercheur russe qui s'appelle Leontiev a développé une théorie qui s'appelle le paradoxe de Leontiev. Il faut respecter les économistes qui donnent leur nom à leurs trouvailles. Dans les autres disciplines, on n'a pas cette... quoi qu'en médecine, oui. En tout cas, le paradoxe Paquin, je ne sais pas. Je voudrais que je trouve une théorie pour greffer à mon nom. Lui, c'est un empiriste, Leontiev. Il a étudié les chiffres du commerce extérieur des États-Unis sur une assez longue période. Et là, l'article qui a fait sa renommée s'intéresse spécifiquement à l'année 1947. Il a découvert que, contrairement à ce que nous proposait le modèle précédent, les États-Unis ont tendance à exporter des produits intensifs en travail et non en capital. Et c'était à l'époque le pays le plus riche au monde. Vous savez peut-être, mais en 1945, les États-Unis représentaient plus que 54% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est autour de 20%. Donc, à l'époque, là, c'était la moitié de l'économie mondiale qui était aux États-Unis. Évidemment, l'Europe était par terre, le Japon n'existait pas encore, on comprend. Mais il a découvert que l'essentiel des exportations américaines étaient des pays intensifs en travail et non pas intensifs en investissement. Alors, il a découvert que les produits que les Américains exportaient, cependant, nécessitent beaucoup de travail qualifié, qui n'est pas disponible dans les pays en développement. Alors lui, il a intégré dans les stratégies du commerce, dans les théories du commerce international, la question de la formation des travailleurs, la spécialisation des travailleurs. Et pire, il a découvert aussi que les Américains importaient aussi des biens intensifs en capital. Et va insister sur l'importance de l'éducation. Donc, ce qu'on apprend à produire devient extraordinairement important. Ensuite, un autre modèle important, développé dans les années qui ont suivi, je me semble, je n'ai pas noté la date, mais il me semble que c'est dans les années 60, le modèle Stolper-Samuelson. Eux, ils ont une perspective un peu différente de Smith et de Ricardo. Et ils s'intéressent à la distribution des gains et à la distribution des pertes lorsque deux pays concluent un accord de libre-échange. Alors ça, c'est un amendement important à Smith et à Ricardo parce que eux, ils arrivent avec la conclusion, quand on fait un accord de libre-échange, par exemple, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, il y a des gagnants au sein des pays, puis il y a des perdants au sein des pays, même si globalement, le pays est gagnant. Il y en a qui vont perdre. Les perdants sont ceux qui étaient avantagés par leur rareté ou qui étaient protégés par l'État, ce qu'on appelle en économie des rentiers. Genre au Canada, les producteurs laitiers. Alors, pourquoi je dis que c'est des rentiers, les producteurs laitiers? Le Canada met des barrières protectionnistes très élevées à la frontière. On leur assure qu'on va acheter tout leur quota de production. Ça leur donne un revenu stable et prévisible année après année. Donc, eux, ils sont avantagés dans ce système-là.
si on libéralise le système de gestion de l'offre, qu'ils n'ont plus de quotas de production, mais qu'ils n'ont pas d'accès assuré au marché, et qu'on laisse le marché décider, l'offre et la demande, là, les rentiers vont vont finir par payer le prix. En somme, ils doivent s'adapter à la nouvelle concurrence ou disparaître. Alors, le modèle de Stolper-Samuelson nous aide à comprendre les résistances à la mondialisation. C'est pour ça que, là, on ne s'en rappelle plus, mais dans les années 80, il y a eu énormément de résistance à l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Puis le débat était de dire à l'époque, l'économie américaine est tellement plus riche que la nôtre, tellement plus développée que la nôtre, que les Américains vont gagner sur tout et ils vont prendre tout le marché canadien, ce qui fait que les Canadiens vont être exclus de leur propre marché. C'est pour ça qu'il y avait des résistances. Et la résistance venait d'où? Des syndicats dans le secteur du textile, elle venait des agriculteurs, les petits travailleurs peu spécialisés. Ceux qui étaient favorables au libre-échange, c'était généralement des plus grandes entreprises et des multinationales qui avaient déjà des opérations sur le marché américain. Fait que quand vous êtes un politicien, la vraie difficulté que vous avez, c'est que vous savez, en concluant un accord de libre-échange, à peu près très exactement qui seront les perdants et vous savez à peu près très exactement qui seront les gagnants. Donc, c'est vous, en tant que chef de l'État, qui va choisir qui va gagner, qui va perdre. Dans l'accord que le Canada conclut avec l'Union européenne, on a décidé que les producteurs de fromage fin du Québec paieraient pour l'enrichissement collectif. On a choisi de faire une concession majeure sur l'importation de fromage fin. Dans le partenariat transpacifique, on a ouvert plus grand la brèche pour le marché du lait importé. Bon. Voilà. Et ça explique donc les résistances au libre-échange et ça explique aussi pourquoi c'est très difficile pour les partis politiques de faire adopter des politiques de libre-échange. Dans le secteur agricole, par exemple. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de protectionnisme dans le secteur agricole. Dans le secteur du vêtement et du textile, au Canada, vous savez qu'on ne fait plus beaucoup de vêtements et de textiles, même si on en fait encore, mais surtout du haut de gamme. Il y a encore, par exemple, les costumes Samuelson qui sont faits à Montréal. Il y a des costumes de Calvin Klein. Il y a encore de la haute couture, si on veut, pas de la haute couture, mais la couture de qualité, là, qui se vend assez cher sur les marchés étrangers, ou des produits spécialisés. La raison pour laquelle les emplois ont complètement disparu, c'est en raison de la fin de l'accord multifibre qui mettait des barrières protectionnistes très élevées sur l'importation de produits fibreux. Quand le gouvernement canadien a pris la décision de se joindre à l'accord, il savait que Montréal perdrait 20 000 emplois. Donc, c'est des décisions assez difficiles à prendre. OK. Autre modèle théorique, le cycle de vie d'un produit de Vernon. Alors, Vernon est un prof à l'université Harvard qui, tant qu'à moi, aurait dû avoir un prix Nobel. Il est un des premiers à avoir théorisé que dans la stratégie de production d'un produit de masse, inévitablement, il va venir une étape où, logiquement, on va penser à la délocalisation. Et donc, la délocalisation, c'est un des premiers indices de ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes de valeur, puis la libéralisation des marchés. Pourquoi on veut libéraliser les marchés quand on est une grande multinationale? C'est parce que notre marché national est trop petit. On a besoin maintenant du marché mondial. On veut des règles communes, de l'harmonisation. On veut une libre circulation des travailleurs, des devises. Bref, une grande partie des accords de libre-échange contemporains visent à satisfaire les besoins de production des très grandes entreprises. Ce n'est pas les petites PME ou les petits vendeurs de piscines qu'on cherche à séduire par les accords de libre-échange. C'est les bombardiers de ce monde. D'accord? Fait que Vernon est un des premiers à prédire ce qui allait se produire dans toutes les années qui suivent. Toute la vague de délocalisation et puis toute la vague de création des très grandes entreprises de taille mondiale, qui était encore un phénomène marginal dans les années 60, va se multiplier, puis Vernon l'avait théorisé. Alors là, j'ai mis la référence de son livre « Sovereignty and Bay » de 1971, mais les premiers travaux de Vernon datent du début des années 60, fait qu'il est réellement un précurseur. Alors lui, il s'intéresse à la mise en marché de très gros produits, comme des téléviseurs, comme des radios, comme, il donne un exemple dans son livre, je pense que le plus marquant, c'est les téléviseurs. Imaginez, vous êtes une grande compagnie américaine qui est en train d'inventer le premier poste de télé qui va être offert commercialement pour toute la population américaine. C'est un gigantesque investissement.
et c'est un produit sur lequel ils ont travaillé pendant plus de 18 ans. Alors, je vous explique comment c'est fait les 3 étapes de production du téléviseur, puis après ça, je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Alors, selon Vernon, il y a 3 étapes. Il y a l'étape de la mise en marché. Ensuite, il y a l'étape de la maturation, de la concurrence et de la maturité, de la concurrence et de la saturation. Finalement, il y a la standardisation et la course vers le bas des prix. C'est les 3 étapes de cycle de vie d'un produit comme une télévision. Alors, quand RCA invente la télévision, puis qu'il la met en marché dans les années 50, après 18 ans de recherche, il faut qu'il développe un produit de masse. Ça nécessite un investissement massif. Il faut que les Américains l'achètent et il faut que ça fonctionne tout de suite. D'accord? C'est un gigantesque pari. Alors, quand la télévision arrive sur le marché, ça coûtait l'équivalent de 3 mois de salaire. C'est très cher. Mais comme il n'y a pas de concurrence, si ça marche, le profit va être extraordinairement élevé. Et là, vous comprenez à quel point la télé a un succès gigantesque, non seulement aux États-Unis, mais dans l'ensemble du monde. Donc, la valeur de l'entreprise a été extraordinairement élevée. Donc, si la mise en marché est réussie, les profits peuvent être au rendez-vous, puis toutes les années d'ingénieurs qu'on a payés, puis de recherche, de développement, finissent par être rentabilisés. Mais ça prend un investissement gigantesque. Il va y arriver un cycle après les bonnes années de vente où les chiffres de vente augmentent de 50 % par année. Il va arriver à un stade où, à un moment donné, le marché va arriver à maturité. Ça veut dire que tout le monde, ou presque, va avoir son téléviseur. Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois que tout le monde a son téléviseur? On peut penser que il va rentrer, si le marché est très profitable, il va rentrer des concurrents sur le marché. On ne veut pas laisser le monopole du marché à une seule entreprise. Fait que d'autres compagnies vont inventer des produits très similaires, des télévisions presque identiques. Donc, la concurrence va arriver sur le marché et il va y avoir un phénomène de saturation, c'est-à-dire que les gens, à un moment donné, quand ils ont une télé, ils ne voient pas nécessairement toujours l'utilité d'en avoir une deuxième. Puis s'ils en ont une deuxième, ils ne voient pas l'utilité nécessairement d'en avoir une troisième, puis peut-être une quatrième, puis une cinquième. Donc, l'utilité marginale d'avoir des télés additionnelles diminue de façon importante. Bref, qu'est-ce qui fait qu'une compagnie peut rester compétitive dans ce marché? C'est en standardisant le produit et en diminuant le prix. Alors, il va arriver la troisième étape où on va faire une guerre des prix et une course vers le bas des prix. Et c'est à partir de ce moment-là que les entreprises vont considérer toutes les options pour baisser le coût de production, notamment en délocalisant la production en Asie. Et bref, le cycle de vie d'un produit en 3 étapes explique pourquoi les entreprises, notamment américaines, dès les années 60-70, vont délocaliser une partie de leur production en Asie du Sud-Est. Donc, ils ont même commencé au départ à délocaliser en Europe pour prendre le marché, puis après ça, en Asie pour baisser les coûts de production. Donc, ce modèle-là de Vernon peut expliquer plein d'autres phénomènes. Vous en rappelez pas, peut-être, ou peut-être certains oui, mais dans les années 80, on a inventé les magnétoscopes. Alors, magnétoscope, Sony avait inventé le Betamax, puis une entreprise américaine avait inventé la technologie VHS. Ce que ça faisait, c'est que la cassette n'était pas de la même grosseur. Les experts disaient Sony, c'est meilleur, mais les Américains ont réussi à faire en sorte que leur VHS a un effet de masse plus grand. Ce qui fait que quand vous alliez au club vidéo, il y avait beaucoup plus de films en VHS que de films en Betamax. Donc, au bout de 5 ans, puis vous payez quelque chose comme 5 000 $ votre magnétoscope quand c'est sorti. Mais au bout de 5 ans, VHS a pris le marché. Sony s'est mis à faire des VHS. Puis la dernière fois que j'ai acheté un magnétoscope, il y a fort longtemps, il m'a coûté 54 $. Ça reprend à peu près correctement le cycle de vie des produits. Ou la première fois que j'ai vu aux États-Unis un écran plat, il se vendait 10 000 $. Puis un de mes amis dit « Mais non, ça ne retombera jamais en bas de 500 $. Et je disais « J'ai lu Vernon, je vais attendre 5 ans, puis je vais le payer 500 $. Jamais ça va arriver. » La dernière fois, j'en ai acheté un, 329 $. Fait que vous voyez, le cycle de vie de Vernon explique largement. Alors, qu'est-ce qui a changé d'après vous depuis que Vernon a développé sa théorie qui la rend plus ou moins adaptée? Ouais.
Le cycle est différent? Le cycle est vraiment différent aujourd'hui. Ouais. Vous avez raison. Pour les technologies d'information, ouais, c'est vrai que quand l'iPhone est sorti il y a 10 ans, le Samsung est sorti juste après, pas longtemps après, puis il était déjà beaucoup moins cher, puis l'iPhone n'a pas baissé ses prix. Parce que là, ils pensent que tu payes pour un service additionnel, puis c'est des stratégies d'affaires, puis ça reste encore super cher. Mais fait que il n'y a pas vraiment de course vers le bas des prix dans les téléphones intelligents pour le moment, mais ça se peut qu'un jour, ça baisse beaucoup. Mais pour l'instant, non. Mais il y a une autre chose, il y a un autre facteur encore plus important que Vernon n'a pas anticipé. Ouais. Les brevets, ouais, bien, c'est sûr que. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui vont protéger des biens juste pour empêcher que la concurrence les reprenne. Puis donc, ça tue l'innovation, puis on ne peut pas voir la reproduction des biens. Cela dit, même l'iPad qui vient de sortir, il y a déjà des concurrents similaires, puis ça ressemble encore au marché de Vernon. Mais il y a une autre chose encore plus forte. Oui. Oui, ça c'est important. La prochaine théorie va le faire. Puis vous, là, c'est quoi? C'est ça. Aujourd'hui, tu ne fais plus d'usine aux États-Unis. Tu la fais directement en Chine, directement où c'est pas cher. Ce qui fait qu'il n'y a plus de course vers le bas. Je veux dire, dès le départ, tu peux faire produire ton produit dans un pays à bas salaire. Ou bien, il y a même des choses, le modèle Apple, mais le modèle Nike, où récemment, le PDG de Ford disait il va venir un jour où nous, on va concevoir nos voitures et d'autres personnes vont les assembler. C'est-à-dire que maintenant, les très grandes entreprises donnent à contrat l'assemblage de leurs produits, c'est-à-dire qu'ils ne se donnent même plus la peine de posséder d'usine d'assemblage. Ils préfèrent le faire à contrat. Parce que quand on le fait à contrat, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de maintenance. Puis s'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat. Donc, ça coûte moins cher. Vous voyez? Oui. Oui, ouais, ça fait partie. Ouais. Ouais. Tout le coût de production, pièces, main-d'œuvre, coût, financement, ça doit. On parle là ici des normes d'origine. Oui, c'est ça. Ouais, ça fait partie du calcul. C'est un calcul ultra complexe. Puis les entreprises doivent payer très cher pour se faire certifier contenu nord-américain à 63 %. Là, donc ça. Ouais. C'est pour ça que j'avais lu une étude qui date quand même, qui disait que plus que 60 % des exportateurs canadiens n'exportent pas selon les normes de l'ALENA. Ils utilisent les normes de l'OMC parce que c'est beaucoup plus facile. Il y a moins de contenu nord-américain. Fait qu'ils vont payer un petit tarif douanier parce que le coût de se faire accréditer les normes d'origine est trop cher, et complexe, et long, et coûteux. Donc, bref. Ouais. OK. Krugman, vous avez anticipé sur Krugman, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur le commerce international. Il a développé la nouvelle théorie du commerce international dans les années 80. Maintenant, il est économiste dans une université à New York et il écrit dans le New York Times, si vous voulez suivre. Là, c'est toujours très drôle ce qu'il fait. Drôle. Il est très critique de l'administration Trump, donc c'est très amusant, même si c'est dramatique parfois. Donc lui, il arrive avec un certain nombre de recherches empiriques qui vient complètement remettre en question tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on pense. En fait, il l'a exprimé avec le plus de force à quel point toutes les théories précédentes étaient un peu illogiques. Et il a réussi à nous faire comprendre que fondamentalement, à partir des années 80, le commerce intra-firme entre des filiales d'une même société correspondait à plus de 40 % du commerce mondial. Ce qui fait qu'on se trompait en parlant de la spécialisation puis l'échange de produits finis. Aujourd'hui, c'est l'assemblage de produits globaux qui est vraiment le nerf de la guerre du commerce international. Donc, c'est les chaînes de valeur dont on parle maintenant. Donc, 40 % du commerce mondial se produit à l'intérieur de même firme. C'est Ford Canada, puis Ford États-Unis, puis Ford Corée qui se font des contrats entre eux ou qui travaillent en réseau. Bref, ce n'est pas des Ford qu'on échange contre des médicaments, ce sont des produits, des pièces, de la main-d'œuvre, des services qu'on s'échange entre pays. Et ça compte pour au moins 40 % du commerce mondial. Donc, le commerce, nous dit Krugman, ne se fait pas selon une logique nord-sud. Donc, les pays riches envoient des pays à haute valeur ajoutée, les pays pauvres nous envoient des ressources naturelles ou
des matières premières. Autre constatation qui est importante, qui ne cadre pas du tout avec ce que nous disait Ricardo, l'essentiel des exportations mondiales sont faits entre pays comparables pour des produits comparables. Et là, il donne l'exemple de la France, des structures d'exportation et d'importation de la France et de l'Allemagne. Donc, la France exporte en Allemagne des voitures, des médicaments et un certain nombre d'autres produits, et l'Allemagne exporte vers la France des voitures, des médicaments. Bref, on ne s'exporte pas des produits différents selon notre spécialisation, mais on s'exporte au contraire des produits similaires. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que les consommateurs vont acheter un produit plutôt qu'un autre? Bon, évidemment, il y a le coût de production qui est important. Donc, si vous vendez des voitures sur le marché allemand beaucoup plus cher que la concurrence allemande, vous allez vous-même vous exclure du marché. Il y a aussi la question de la concurrence monopolistique, c'est-à-dire qu'il y a une tendance, plus le temps passe, à ce que de moins en moins de joueurs sur un marché donné, parce qu'il y a une tendance à fusion-acquisition puis à devenir des grands groupes de taille mondiale qui, finalement, ont très peu de concurrence. Et le dernier élément, on l'a dit tout à l'heure, c'est la différenciation du produit. C'est-à-dire qu'on va on va vous créer toute une image autour d'une marque qui va faire en sorte que vous allez devenir dépendant de la marque ou tellement sérieusement favorable à une marque que vous allez l'acheter même si c'est plus cher. Genre, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui achètent encore des PC, par exemple. Moi, je suis Mac jusqu'au bout des doigts. Ne m'approchez pas avec un PC, il n'y en est juste pas question. Rendement croissant. La théorie des rendements croissants de Krugman, c'est aussi de dire plus une entreprise produit un produit, plus le coût va diminuer et donc plus il y a des effets de rendement croissant. Plus une entreprise atteint une taille importante et plus elle va devenir compétitive et quasiment impossible à déloger. Et donc, Krugman introduit le concept de non plus d'avantage comparatif, mais d'avantage absolu. C'est-à-dire, si vous avez l'avantage absolu sur le marché parce que vous êtes moins cher, parce que vous avez bien différencié votre produit, bien, la concurrence ne va jamais réussir à vous rattraper. D'accord? Nouvelle théorie du commerce international de Krugman. Krugman va développer aussi avec des géographes une autre approche, mais qui est complémentaire à la sienne, qui s'appelle la Strategic Trade Theory, donc la théorie du commerce stratégique. Sachant ce que je viens de vous dire, les gens de la stratégie du commerce théorique nous disent un État peut obtenir un avantage comparatif en ciblant une industrie et en lui accordant des investissements d'importance. Ça ressemble à l'idée de liste et de création de l'économie nationale, donc le protectionnisme éducateur. Et on cite l'exemple des tigres d'Asie dans ces travaux-là. Donc, vous savez peut-être plus ce que c'est les tigres d'Asie, mais avant la montée de la Chine, il y avait un certain nombre de pays comme Taïwan, comme Singapour, comme Hong Kong, qui étaient vus comme des tigres économiques d'importance. Puis quand on regardait la façon dont leur modèle économique s'est produit, ce qui visait essentiellement à copier le Japon, c'est que les gouvernements étaient la raison fondamentale pour laquelle ces pays-là se sont développés, c'est qu'on a choisi des industries ciblées, puis on les a suraidées pour s'assurer de créer un grand marché d'exportation. Oui. Alors, j'aimerais juste réagir à propos de la similarité. À ce que je sache, la similarité, surtout dans les zones d'intégration régionale, dans les pays en développement, ça peut marcher ou ne pas marcher, surtout dans les pays qui sont spécialisés dans la production et les produits primaires. Ouais. La production et l'exportation des produits primaires. Je vais prendre l'exemple du pétrole. En Afrique centrale, par exemple, le Congo produit le pétrole, le Gabon produit le pétrole brut, et ils transforment très peu ce produit. Du coup, est-ce qu'il y aura commerce entre les deux pays à propos du pétrole? La similarité peut fonctionner à condition qu'il y ait complémentarité des deux. Ouais. Ah oui. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. En fait, j'aurais peut-être dû le préciser, Krugman parlait essentiellement de commerce entre les pays développés qui s'échangent des produits similaires et non pas des matières premières. Lui, parce qu'il disait l'essentiel des exportations dans le monde, c'est le commerce intra-firme. Et quand les pays s'échangent des biens, les pays développés, les pays de l'OCDE, pour l'essentiel des pays de l'OCDE, ils s'échangent des produits similaires et non pas des produits complètement différents. Mais il postule encore que l'essentiel des ressources naturelles vient des pays du Sud vers les pays du Nord. Mais quand il écrit Krugman dans les années 80, il n'y a pas encore de décollage de l'Asie à l'exception du Japon.
il n'y a pas de décollage de l'Amérique latine et il n'y a pas d'économie forte en Afrique. Donc, globalement, 90% de l'économie mondiale, c'est l'Amérique du Nord, excluant le Mexique, l'Europe et le Japon. C'est tout. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, la part du commerce mondial des pays du Sud a beaucoup augmenté. Mais même après la crise de 2008, les moteurs de la croissance mondiale, c'était des pays, entre guillemets, en développement. Ouais, essentiellement la Chine et l'Inde, là, mais globalement. OK, donc, Strategic Trade Theory, je reviens à ça. C'est quoi les Strategic Trade Theory? C'est de dire que l'État peut avoir un rôle moteur dans les avantages, pour procurer des avantages stratégiques à un pays pour réussir dans l'économie mondiale. Bon, évidemment, cette théorie-là crée un certain nombre de problèmes, comme quel secteur choisir. Dans un endroit où des politiciens sont corruptibles, où subissent les pressions de syndicats, de regroupements de travailleurs, de lobbies environnementaux ou même de lobbies patronaux, l'idée que les politiciens et la fonction publique peuvent choisir stratégiquement les meilleurs secteurs, c'est difficile à accepter. Donc, ça peut arriver une fois, ça peut arriver 2 fois, ça peut peut-être arriver 10 fois, mais à long terme, on peut penser que les politiciens vont finir par se tromper une couple de fois aussi. T'sais. Je vous ai déjà dit, au Québec, on a nationalisé le secteur de l'amiante dans les années 80 en se basant sur des études qui avaient été faites dans les années 60, alors qu'il y avait énormément d'indications qui déjà nous disaient que c'est un produit cancérigène. Fait que les décisions de l'État ne sont pas toujours très rationnelles. Ensuite, quel secteur choisir? Bon, c'est ça, je vais vous dire, c'est un peu difficile. Ensuite, est-ce qu'on doit aider des firmes nationales ou aider des firmes internationales? Là, il y a un gros débat. Est-ce qu'on doit aider une entreprise américaine parce qu'elle est américaine? Ou est-ce qu'on n'est pas mieux d'aider une firme japonaise sur le marché américain si elle est la leader dans son domaine? C'est quoi la meilleure façon de développer le commerce mondial quand on est un pays? T'sais? Le vrai débat qui s'est produit aux États-Unis, il y a un ancien secrétaire d'État au travail qui s'appelle Robert Reich qui a sorti un livre, The Work of Nations, qui disait on doit repenser les stratégies industrielles aux États-Unis parce que nous, on finance GM, mais GM a délocalisé une partie de sa production. C'est une flotte de voitures qui est relativement vétuste avec des technologies désuètes, alors qu'on pourrait aider Toyota à s'implanter aux États-Unis, former les travailleurs aux technologies de demain, puis être le premier producteur de voitures japonaises pour le reste de l'Amérique, puis peut-être du monde. Fait que stratégiquement, en tant que gouvernement, est-ce que vous êtes mieux de financer vos entreprises nationales ou des entreprises internationales à condition qu'elles s'établissent ici? Si vous prenez le cas du Québec, Bernard Landry a créé un programme pour attirer des entreprises dans les nouvelles technologies au Québec. Fait que là, on a donné beaucoup d'argent à Ubisoft, qui est une entreprise française, pour s'installer à Montréal. Donc, on finançait, comme je vous ai dit, 40% des emplois créés. Pourtant, ce n'est pas une entreprise québécoise. À l'inverse, Philippe Couillard a donné 1,2 milliard de dollars US à Bombardier pour sauver la C-Series qui n'a toujours pas de marché. Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux de choisir un autre investissement? Là, je vous pose la question. Vous comprenez la nature du débat? Est-ce que la nationalité de l'entreprise doit nous influencer dans nos choix? Prenez Bombardier. L'essentiel des membres du conseil d'administration ne sont pas québécois. L'essentiel des travailleurs ne travaille pas au Québec. L'essentiel du marché n'est pas au Québec. Puis l'essentiel des investisseurs de Bombardier ne sont pas québécois. Est-ce que Bombardier est une entreprise québécoise? Qu'est-ce qu'une entreprise québécoise? On peut parler de ça longtemps. Donc, je n'ai pas de réponse claire à ce que je viens de vous dire, mais quand même, c'est pas facile. Et si vous décidez de faire du Strategic Trade Theory, donc d'aider un secteur industriel pour favoriser vos exportations et votre croissance économique, évidemment, dites-vous que les autres pays vont faire pareil. Right? Donc, vous allez vous rentrer dans une guerre économique. Pensez-vous que les Américains vont accepter que vous délogiez la Silicon Valley de son statut monopolistique dans le monde? Non, vraiment pas. T'sais. Bref, c'est pas simple. Autre modèle, Michael Porter, dans les années 90, un petit peu 2000, lui, il nous parle des avantages compétitifs d'une nation, de Competitive Advantage of Nation, dans un gros bouquin que je vous résume en 4 petits points. Mais l'idée de base, c'est que il s'est amusé à regarder qu'est-ce qui faisait qu'une idée, un produit, une industrie avait tant de succès au niveau mondial par étude de cas.
Là, il s'intéressait à San Francisco, la Silicon Valley, le cuir dans la région de l'Italie du Nord. Bref, il a voyagé dans des beaux endroits pour tirer des grandes conclusions. Mais ça a eu beaucoup de succès. Et selon lui, c'est la base nationale qui est le principal facteur de la compétitivité des nations. Et il y a 3 facteurs qui ressortent. Une main-d'œuvre qualifiée. Donc, il faut avoir des ouvriers compétents ou des gens compétents dans tous les secteurs de l'économie pour vous aider à développer une industrie puis de l'amener à son plein potentiel. Deuxième, il faut avoir des infrastructures publiques de qualité, donc des aéroports, des ports, des lieux qui vous permettent de très facilement rejoindre les 4 coins du globe pour exporter. Et finalement, beaucoup de recherche et développement, en fait, des bonnes universités. Dans son livre, il dit « La Silicon Valley n'existerait pas sans Stanford ». Non, il y a sûrement un bon point. Mais il y a d'autres facteurs, nous dit-il, comme une demande sophistiquée. C'est parce que la population de San Francisco a des goûts tellement en avance sur les autres qu'ils définissent ce que sera la mode de demain aux États-Unis, les goûts de demain, les façons de faire. Bref, même si c'est une ville qui est à peine plus grosse que Montréal, San Francisco a une influence culturelle énorme sur les États-Unis parce qu'ils ont une demande sophistiquée. C'est un peu la même chose pour Florence en Italie, selon lui, selon Paris en France. Bref, ce sont des villes qui ont par leur demande sophistiquée, par leur façon d'être. Et finalement, dernière caractéristique, qui a beaucoup d'influence dans les développements de stratégies industrielles au Québec, c'est la question de la rivalité concurrentielle dans une région. Tu sais que le fait qu'il y ait tant de géants des nouvelles technologies dans la Silicon Valley fait en sorte qu'ils sont collectivement plus forts, même s'ils sont tous en compétition. C'est la compétitivité, la compétition qui rend meilleur. Donc, quand vous avez des compétitions, la compétition forte, quand vous avez des grappes industrielles fortes dans une région donnée, vous devenez naturellement beaucoup plus productif parce que vous pouvez aller chercher très facilement de la main-d'œuvre très qualifiée. Puis vous savez que votre concurrent vous pousse dans le dos, donc vous êtes obligé d'être toujours d'innover, d'être à la pointe, d'investir, de non jamais relâcher. Donc ça, c'est Porter, donc où est le rôle du gouvernement là-dedans? Infrastructure de qualité, formation de la main-d'œuvre, bon financement des universités, recherche et développement, bref, ce sont des facteurs qu'on peut imaginer. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions sur la partie commerce international avant que je vous clenche l'OMC en 25 minutes? Non? Ça va? Bon. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très simple ce que je viens de vous dire, c'est comme effleurer le sujet. Ça va vous permettre de mieux comprendre les propos des conférenciers la semaine prochaine. OK, là, le GATT et l'OMC, je vais vous expliquer la logique générale du fonctionnement du GATT et de l'OMC, un certain nombre de principes du GATT et de l'OMC, le fonctionnement rapide du mécanisme de règlement des différends. Puis après ça, si vous avez des questions, bien, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi est-ce qu'on crée le GATT, le General Agreements on Tariff and Trade? Alors, commencez par vous le décrire, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Après 1945, en fait, même avant la fin de la guerre, les chefs d'État des pays développés, à la demande des Américains, mais avec l'appui des Britanniques, se sont réunis à Bretton Woods, qui est un hôtel, en fait, pas très loin d'ici. C'est à 5 heures de route, si ça vous intéresse, quelque part entre New York et Montréal. C'est rendu un club de golf. Pour créer l'ordre économique international de l'après-guerre. Donc, on a créé à Bretton Woods tout le système qu'on appelle du FMI, de la Banque mondiale et du GATT. D'accord? L'idée générale, c'était à la demande de Keynes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, puis de Dexter White aux États-Unis. Ces gens-là étaient persuadés qu'une des causes de la crise de 1929 et ensuite de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la faiblesse des organisations économiques internationales. Alors, on avait choisi de mettre les bases d'un système mondial en espérant susciter l'adhésion du plus grand nombre. Donc, au départ, il y avait un petit nombre de pays, puis aujourd'hui, comme vous le savez, on est plus de 160 pays membres de l'OMC, donc c'est relativement un succès, même si les défis sont importants. Alors, c'est quoi les principes fondamentaux de l'ordre international qu'on veut créer après 1945? C'est qu'on veut créer un système qui est multilatéral et qui est basé sur le principe du libéralisme enchevêtré. Alors, je traduis « embedded liberalism » par « libéralisme enchevêtré », mais je prendrai toutes vos traductions si vous en avez. C'est quoi le principe
de l'ordre mondial, bien, c'est quoi l'idée derrière l'ordre mondial plutôt? C'est de restaurer un ordre économique stable et retrouver un cadre pour favoriser les investissements internationaux. C'est-à-dire qu'on veut relancer l'économie mondiale qui avait périclité après la crise de 1929. On veut aussi permettre, parce que vous savez qu'on est déjà en train de parler, c'est déjà fait en Suède et dans les pays scandinaves, c'est déjà fait aussi en Allemagne, mais on est en train de parler de créer des États-providence et un État de plus en plus interventionniste dans l'économie. Donc, on veut sauvegarder, on veut permettre dans notre ordre économique international de créer des États-nations modernes avec des États-providence modernes. Donc, on est favorable aux objectifs de plein emploi et pour favoriser la cohésion sociale. C'est une des raisons pour laquelle l'agriculture a été complètement exclue des négociations du GATT à l'origine. Donc, l'objectif, c'était de permettre au gouvernement d'assurer le plein emploi, de développer des politiques sociales tout en libéralisant le commerce international. Donc, l'ordre de 1945, contrairement à ce qu'on entend, là, reconnaissait la légitimité de l'action de l'État. Ça va changer dans les années 80-90, mais à la base, c'était compatible avec ce qu'on appelle le keynésianisme. C'est plus tard que, comme je dis, que ça va changer. Alors, on va institutionnaliser une coopération après 1945, et ça, c'est nouveau. C'est inédit dans l'histoire des institutions internationales. Jamais on n'a fait un ordre multilatéral aussi important. Si vous regardez l'histoire des relations internationales ou l'histoire des institutions internationales, il y a déjà eu des accords commerciaux à la fin du 19e siècle, des accords de libre-échange, mais c'était généralement entre 2 et 3 pays ou entre une métropole et ses colonies. Mais jamais on n'a pensé le faire sur une base multilatérale. Donc, caractéristique du multiculturalisme, du multilatéralisme comme procédure générale. Donc, tout le monde est assis autour de la table et tout le monde a le droit de parole et tout le monde a un droit de veto. Donc, tout le monde peut bloquer la négociation s'il le souhaite. Et tout ça est inscrit dans une règle de droit et des règles de réciprocité comme norme commerciale internationale. On définit le multilatéralisme ici comme une relation coordonnée en 3 États ou plus. Dans le cas du GATT, c'était légèrement plus que 3 États. C'est quoi les principes fondateurs de l'accord qui sont encore aujourd'hui valides, qui sont la base des accords commerciaux internationaux? Il y a le principe de la nation la plus favorisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le principe de la nation la plus favorisée? Ça veut dire qu'il y a un avantage qui est accordé à un pays par un autre pays lors d'une entente bilatérale est accordé à tous les pays signataires du GATT. Bref, on ne peut plus, 2 pays membres du GATT ne peuvent plus s'accorder des faveurs réciproques. Si tu concèdes un accord aux États-Unis dans une relation commerciale, tu dois la concéder à tous les membres du GATT. Puis aujourd'hui, c'est carrément quasiment toute l'économie de la planète. Donc, c'est très différent de la diplomatie secrète de la fin du 19e siècle, où des pays se faisaient des ententes entre eux. Les ententes étaient secrètes, donc on ne pouvait pas connaître le contenu à moins d'envoyer des espions. Depuis 1945, vous savez peut-être que tous les traités multilatéraux et bilatéraux sont automatiquement, obligatoirement déposés à l'Organisation des Nations Unies, où tous les accords commerciaux sont déposés à l'OMC. Vous pouvez les consulter si vous voulez. Donc, le GATT, le socle fondateur du GATT, c'est que lorsqu'on donne un avantage à un pays, on les donne à tous les pays membres du GATT. Je reviens un peu... Là, j'ai l'impression que j'ai été averti 2 slides, mais je ne veux pas manquer ça. Je vais parler de ça, puis je vais revenir au GATT. À quoi ressemblaient les relations commerciales avant 1945? Après le crash boursier, le Congrès va adopter un tarif qui s'appelle le tarif Smoot-Hawley, qui va hausser les tarifs douaniers à 52,8 %. Aujourd'hui, vous savez que la moyenne des tarifs douaniers sont à peu près à 2,5 %. À l'époque, on les a montés à 52,8 %. Le plus haut taux du 20e siècle. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet quand les Américains, pour se sortir de la crise, vont augmenter les tarifs douaniers de manière si élevée? Bien, les autres pays avec qui commercent les États-Unis vont aussi hausser leurs tarifs douaniers de manière correspondante, ce qui fait que le commerce mondial va s'effondrer. Entre 1930 et 1933, le commerce mondial va décliner de 35 milliards à 12 milliards de dollars par année. Donc, essentiellement dans le secteur des matières premières, où on ne peut pas se passer de produits. Et les exportations des États-Unis vont passer de 488 millions à 120 millions de dollars. C'est quand même une baisse incroyable.
Donc, par leurs actions, les Américains ont provoqué leur propre récession. En 1942, les États-Unis, la Grande-Bretagne lancent les négociations qui conduisent à Bretton Woods en 1944. En 1945, les Américains vont proposer à la Havane, lors d'une conférence avant que Cuba, évidemment, devienne le pays qu'on connaît, une organisation internationale qui devait s'appeler l'Organisation internationale du commerce. Le Congrès des États-Unis a refusé de ratifier l'accord, ce qui fait que l'Organisation internationale du Québec n'a jamais été créée, ce qui fait que le GATT, dont je viens de vous parler, est seulement un traité multilatéral, mais qui n'a pas de statut d'organisation internationale. Alors, contrairement à l'Organisation des Nations unies, le GATT, c'était seulement un accord multilatéral, mais pas une institution internationale. Donc, il n'y avait pas de secrétariat permanent. Et c'est pour ça que, dans les années 90, on va retenter de créer une organisation internationale qui va s'appeler l'Organisation mondiale du commerce. C'est le refus des États-Unis, du Congrès des États-Unis de ratifier l'accord qui va provoquer la situation du GATT. Donc, le GATT, c'est un traité international qui contient à la base seulement 38 articles et qui explique le fonctionnement du commerce mondial. Il y a un petit secrétariat qui est installé à Genève pour faire appliquer l'accord, qui contenait à la base seulement 23 pays. C'est une institution qui est ultra légère par rapport aux autres organisations internationales. Et même aujourd'hui, l'OMC est une toute petite organisation internationale en termes de personnel. Je pense qu'il y a plus de personnel à l'ENAP qu'à l'Organisation mondiale de la santé. Non, je l'exagère. Qu'à l'Organisation mondiale du commerce, j'exagère à peine. C'est 500 personnes à l'OMC pour gérer tout le commerce mondial. Donc, le GATT, qu'est-ce que c'est? C'est un code de conduite avec des obligations juridiques limitées. On appelle ça des soft laws en anglais. Et un mécanisme primitif de règlement des différends. D'accord? Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Le principe du GATT sont simples: assurer le respect des principes permettant une concurrence loyale entre les pays et mettre en œuvre un processus de libéralisation du commerce international. Comment on fait la libéralisation du commerce international? On fait des cycles de négociation. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, le cycle de l'Uruguay, le cycle Kennedy, le cycle de Doha, le cycle... Bon, vous voyez, on fait des grands cycles de libéralisation des échanges, puis à chaque étape, on fait des concessions. Au début, on faisait des concessions tarifaires, puis après ça, on a évolué dans nos discussions commerciales internationales pour arriver à la situation actuelle où ça devient de plus en plus complexe. Alors, je reviens au GATT fondateur. Il y a deux catégories d'obligations dans le GATT. Il y a les conditions qui sont centrales au GATT, dont le concept de nation la plus favorisée. Et il y a des codes de conduite sur comment se comporter quand on fait nos propres politiques économiques. La clause de la nation la plus favorisée, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand on donne un avantage, on doit le donner à tous les pays. Il doit y avoir aussi une égalité de traitement. Il n'y aurait pas de traitement différencié sur le territoire national. Alors, un exemple de ça au Québec, ça a été toujours très difficile à comprendre pour les Québécois. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de vin québécois à la SAQ. Puis, ils disaient qu'il faut faire une politique d'achat Québec. Mais ça, c'est contraire au principe du traitement national. Vous ne pouvez pas donner un accord, un avantage aux producteurs québécois par rapport aux producteurs étrangers. Vous devez considérer tous les produits comme étant équivalents. Donc, c'est ça la base du traitement différencié, du traitement national. Autre chose importante, le dumping est interdit. Alors, je n'ai pas trouvé de bel équivalent français de dumping, là, mais le dumping, c'est dire je vais donner beaucoup, beaucoup d'argent à Bombardier pour que ces avions soient moins chers à l'étranger que le coût au Canada. Non, c'est ça du dumping. C'est financer une entreprise pour rendre moins cher ses exportations. Donc, c'est interdit en vertu des règles du commerce mondial. Et c'est pour ça que l'argent que le gouvernement Couillard a mis dans Bombardier lui fait parvenir 2 poursuites pour le moment à l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'on voit la participation de l'État québécois dans la C-Series comme une forme de dumping, pour faire baisser le prix des avions. Quand Bombardier a vendu à rabais ses avions de la C-Series à une compagnie, je ne me rappelle plus quel pays, Embraer du Brésil a dit « Ah non, ça c'est du dumping, on vous poursuit ». Autre chose, il est interdit d'adopter des mesures de restriction quantitative aux échanges. Pensez au bois d'œuvre. On exporte du bois d'œuvre aux États-Unis. Le gouvernement américain décide de mettre
une taxe à la frontière, donc c'est une mesure de restriction, ou bien il décide de dire il va y avoir un quota de bois que vous pouvez exporter aux États-Unis à chaque année pour favoriser nos producteurs nationaux. Ça s'appelle donc une réduction quantitative aux échanges. Et il y a un engagement moral des pays à pratiquer un commerce loyal. D'accord? Ça, c'est les principes fondateurs du GATT. Depuis, là, on a créé l'Organisation mondiale du commerce en 1995. On a créé un secrétariat. On y a intégré un mécanisme de règlement des différends. C'est de ce mécanisme-là dont je vous parle. C'est quoi un mécanisme de règlement des différends dans le commerce mondial? C'est si, par exemple, vous pensez que les Américains font du dumping, vous ne pouvez pas leur dire « Hey, monsieur, vous faites du dumping maintenant, compensez-nous ». Vous devez aller porter plainte au tribunal. En fait, pas vous, là, vous demandez à votre gouvernement de porter plainte à l'OMC. Et là, la plainte va être traitée par un mécanisme d'arbitrage entre les États. Alors, normalement, voici comment ça fonctionne. Une procédure doit durer maximum 12 mois, parce que quand même, c'est une situation commerciale importante. Ça ne peut pas trop traîner. 15 mois en cas d'appel, donc 12 mois plus 3 mois pour l'appel. Si les pays ne s'entendent pas, l'OMC réunit un comité d'experts indépendants, ce qu'on appelle un groupe spécial dans le langage de l'OMC, qui doit trancher le litige dans les 6 mois. Après 60 jours, ça devient une recommandation de l'organe de règlement des différends, sauf s'il y a un consensus pour la rejeter. C'est jamais arrivé, parce qu'évidemment, quand l'organe de règlement des différends fait une recommandation, il y a un gagnant puis un perdant. Puis comme les décisions prennent par consensus, le gagnant va dire « non, je m'oppose à ce qu'on abolisse la décision ». Bref, ça n'a jamais fonctionné. Un État fautif peut porter en appel sur des points de droit devant 7 juges permanents, leur avis définitif, sauf encore si les États ont un consensus pour le rejeter. Et il peut y avoir des sanctions si un pays refuse d'appliquer la décision de l'OMC. Par exemple, si le gouvernement américain, dans le cas du bois d'œuvre, décide de ne pas respecter une décision de l'Organisation mondiale du commerce, le gouvernement canadien pourrait mettre un tarif à la frontière sur des produits américains pour pénaliser les États-Unis. Non, le problème que ça peut poser, c'est un problème d'asymétrie. Quand les Américains imposent une sanction au Botswana, ça fait beaucoup plus mal au Botswana que lorsque le Botswana met une sanction commerciale pour l'importation de produits américains. Ce qui fait que fondamentalement, les très grandes puissances, les pays très riches, sont très peu sanctionnés par le mécanisme de règlement des différends, alors qu'à l'inverse, les plus petits pays, ceux qui sont le plus dépendants du commerce international, ont tendance à avoir des problèmes qui sont extraordinairement importants. Donc, c'est le problème général du mécanisme de règlement des différends. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le cycle de Doha pour le développement a été lancé en 2001. Il n'est toujours pas conclu. Le cycle devait durer 3 ans. Ça, c'est comme l'ALENA qui doit durer 7 mois. Toujours pas fini. On a déclaré un premier échec en 2007, rééchec en 2008. Là, officiellement, on ne poursuit plus le cycle de Doha, même si, dans le fond, on est encore dans la logique du cycle de Doha. C'est quoi le cycle de Doha pour le développement? En fait, on était tellement enthousiastes de la mondialisation en 2001 qu'on pensait que c'était venu le temps que les pays pauvres puissent eux aussi bénéficier de la mondialisation de l'économie. Donc, c'était le cycle de la libéralisation des politiques agricoles et de l'accès au marché des pays développés pour les pays en développement. Donc, on voulait avoir comme agenda ambitieux de cesser progressivement les subventions au secteur agricole de la part des pays du Nord, pour faire en sorte que les pays du Sud, qui ont un avantage comparatif dans l'agriculture, puissent accéder au marché du pays du Nord en développant l'agriculture pour faire leur révolution verte, puis ensuite s'industrialiser, puis suivre disons, des étapes du développement qui sont comparables à ce qu'ont connu les pays développés. Il y a un certain nombre de problèmes qui se sont produits, outre les attentats du 11 septembre, puis la récession, puis un certain nombre de crises, là, mais déjà, aux États-Unis, il y a l'épuisement du Trade Promotion Authority qui fait en sorte que le président des États-Unis va devoir demander l'accord du Congrès pour ratifier un traité commercial international. Alors, le Congrès des États-Unis, qui a eu tendance à être plutôt protectionniste dans les dernières années, refuse. Tous les accords commerciaux qui feront en sorte de diminuer les investissements industriels dans le secteur agricole. Comme je vous disais, aux États-Unis, l'agriculture, c'est 1 milliard par jour. Il y a un discours anti-mondialisation
altermondialiste qui a commencé à Seattle en 1999 et qui s'est poursuivi depuis. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des rencontres de l'OMC ou des rencontres du G7, il y a des manifestants, il y a parfois des morts. Bref, on sent chez les gouvernements que l'appétit pour faire des libéralisations commerciales est de moins en moins importante, surtout pour les pays développés. Il y a, à partir de 2008, une multiplication des mesures protectionnistes qui ont été faites, ce qui fait qu'on sent que l'appétit pour une ouverture des marchés publics, par exemple, est vraiment faible. Il y a de plus en plus d'inquiétudes face aux délocalisations, au libre-échange. Il y a aux États-Unis même 1028 économistes qui ont écrit une lettre dans le New York Times dénonçant le retour du protectionnisme aux États-Unis. Là, on parle d'il y a quelques années. Fait qu'il y a vraiment un sentiment... Je veux dire, Trump n'est pas arrivé de nulle part. Là. Il y avait déjà énormément d'indications que les pays développés étaient en train de se refermer progressivement. Vous vous en rappelez pas, mais même en France, l'élection de Nicolas Sarkozy parlait de créer un tarif extérieur commun pour protéger l'Europe des importations faites en Chine. Et finalement, il y a un certain nombre d'intellectuels de poids qui ont commencé à changer d'idée sur le commerce mondial. Paul Krugman, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avait écrit des livres dans les années 80 qui s'appelaient, en anglais, Pop Internationalism. En français, c'est « La mondialisation n'est pas coupable », dans laquelle il expliquait que, dans le fond, les Américains avaient un très grand intérêt à faire du commerce international en général, mais avec le Mexique en particulier. Là, il parlait de l'ALENA. Et ceux qui refusaient le commerce international, dans le fond, ne comprenaient rien à la logique fondamentale du commerce international. À partir de 2009, Krugman commence à dire « Les bas salaires chinois sont tellement faibles que pour la première fois dans l'histoire du commerce, des échanges commerciaux des États-Unis, ça commence à affecter négativement le niveau de vie des plus bas travailleurs aux États-Unis. » Bref, il y a des perdants aux États-Unis, puis ils deviennent de plus en plus nombreux. Alors, la solution de Krugman, qui est sortie à peu près 2010, 2012, c'était un livre qui s'appelait « The Conscience of a Liberal ». Ça a été traduit en français. Puis, grosso modo, Krugman est encore favorable au commerce international, mais il dit que l'État américain doit compenser par des politiques sociales beaucoup plus généreuses, un système d'éducation plus accessible, voire gratuit, un système de santé universel et gratuit, justement parce que les perdants perdent beaucoup. Il y a de plus en plus de perdants au jeu de la mondialisation, puis ils sont affectés. Samuelson, celui qui a fait le modèle qui est appris par tous les jeunes étudiants en économie du commerce international, lui aussi a repris son modèle des années 60 pour l'appliquer au cas de la Chine. Puis il dit « ça ne fonctionne plus, mon modèle, pour la simple raison que la Chine a un bassin inépuisable de main-d'œuvre. Donc, c'est faux de penser qu'un jour, dans nos échanges commerciaux, on va avoir une situation où le marché va s'équilibrer, où on va tous avantage à faire du commerce ensemble. Parce que dans le fond, la Chine peut tout faire. Elle peut financer ses projets, elle peut faire des grands projets, puis elle peut aussi faire des usines à bas salaire. Les États-Unis sont incapables de compétitionner avec un tel géant. Donc, bref, on sent que dans la logique globale du commerce international, il y a de gigantesques problèmes. Les négociations multilatérales sont de plus en plus difficiles. Les critiques même des pays du Sud deviennent de plus en plus importante, le mouvement altermondialiste. Et au mieux, ça, c'est selon un livre de l'OMC, si on libéralisait le secteur agricole, on estime que les bénéfices pour les pays développés ne dépasseraient pas les 70 milliards de dollars. Alors, est-ce que c'est beaucoup, 70 milliards de dollars? C'est moins que le budget annuel du gouvernement du Québec. Donc, vous imaginez qu'il n'y a pas un grand appétit des élus de libéraliser l'agriculture pour si peu de gains à long terme. Et surtout, il y a une concentration au Sud. Il y a 1 million de fermiers aux États-Unis contre 20 millions en Inde, mais on ne veut pas sacrifier 1 million de fermiers américains pour favoriser 200 millions de fermiers indiens. Il y a encore une logique nationale derrière tout ça. Alors, dernier défi, c'est la prolifération des traités bilatéraux. Alors, puisque l'OMC ne fonctionne plus correctement, qu'on n'arrive pas à s'entendre, notamment parce que les décisions se prennent par consensus, la plupart des pays développés ont choisi de se développer des accords bilatéraux. Alors là, vous allez me dire, mais ce n'est pas contraire au principe de la nation la plus favorisée, mais lorsqu'on a créé le GATT, on avait anticipé l'intégration européenne, puis on avait mis une clause qui permettait à des pays de faire des accords bilatéraux ou régionaux selon un certain nombre de critères. Il faut que l'accord aille plus loin que le GATT et il faut que l'accord ne crée pas de discrimination injuste envers les autres partenaires. Mais là, ce qui se produit, c'est qu'on a une explosion des accords commerciaux bilatéraux et régionaux. Puis la stratégie de certains pays comme les États-Unis, c'est de dire « je vais utiliser la taille de mon marché
le marché américain est un des plus gros marchés au monde, pour arracher des concessions importantes vis-à-vis de plus petits pays. Concessions que je ne serais pas capable d'aller chercher dans un cadre où on négocie de façon multilatérale, où tout le monde a un droit de veto. Au niveau de la symétrie de pouvoir, les Américains sont beaucoup plus à l'aise à négocier seulement avec le Canada et le Mexique qu'à négocier avec les 160 partenaires de l'OMC. Vous comprenez? Donc, les grands pays sont maintenant d'avis qu'il est beaucoup plus avantageux de négocier en se servant de la taille de leur marché comme levier de concession dans les négociations commerciales. Et cette logique-là va être très difficile à casser. Puis la stratégie américaine allait même plus loin. L'Europe et les États-Unis se font une lutte en ce moment pour les normes commerciales du futur. Donc, les États-Unis avaient commencé à négocier l'accord du partenariat transpacifique justement pour que les normes américaines de négociation commerciale commencent à percoler en Asie, de telle façon à ce que si un jour les négociations de l'OMC reprennent, les Américains et les principaux pays d'Asie vont porter ces normes-là à l'OMC contre les normes européennes, pour faire en sorte de donner un avantage stratégique et compétitif à l'économie américaine et ses partenaires. Donc, c'est quand même des situations qui sont extrêmement difficiles, ce qui nous laisse, là je vous donne le mot de la fin parce qu'il reste comme une dizaine de minutes, le futur des négociations commerciales semble encore une fois englué, parce qu'on ne voit pas comment on peut changer le processus. Puis les avantages sont tellement clairs pour les grandes puissances que, encore une fois, elles n'ont pas d'intérêt à revenir au système précédent. Voilà. Je pense que j'avais fini, hein? Oui, c'est ça. Avez-vous des questions? Bon. J'aime ça. Ça veut dire que je suis tellement clair que vous avez tous envie d'un café. Hein? OK. On prend la pause. On revient. Je ne me rappelle pas c'est à quelle heure, là, mais attendez, je vais vous le dire. Ouais, c'est ça. Ouais. 3h30 pour un panel d'entrepreneurs.